Bonjour à toutes et à tous, je vous présente donc le premier focus sur la saison. Donc on est le 15 novembre, ça fait donc 20 jours que la saison a commencé. Alors je vais vous parler donc dans cette vidéo de la conférence Est. On va faire de l'équipe la plus basse du classement à l'équipe la plus haute. Et donc on va tout de suite commencer par... donc on va parler directement des Sixers, alors l'équipe de Philadelphie qui avait enregistré son pire bilan la saison dernière, à savoir 72 défaites pour 10 victoires, vient de montrer de belles choses en ce début de saison. Alors malheureusement, c'est pas le bilan qui le montre, puisqu'ils ont fait 8 défaites pour une victoire. Par contre, c'est l'apport de certains joueurs, notamment un joueur qui est très attendu, qui est Joel Embiid. Alors Joel Embiid, c'est un joueur qui a été sélectionné par Philadelphie il y a 3 ans, qui malheureusement suite à des blessures n'a pas pu jouer, peut jouer enfin cette saison. Et autant dire qu'il a surpris tout le monde parce qu'il montre de vraies qualités pour un pivot qui est à peine âgé d'une vingtaine d'années. Donc au niveau des stats, il est pratiquement à 20 points, 7 rebonds, 3 contres de moyenne, donc c'est assez énorme sur ses 9 premiers matchs. Son impact, il est aussi ajouté au niveau du poste de meneur de jeu, avec la présence de Sergio Rodriguez, qui est un meneur d'origine espagnole qui vient d'arriver en NBA. On a aussi la présence d'autres joueurs sur des postes clés, notamment poste 3-4, la présence de Dario Saric qui vient d'arriver et ça donne vraiment du corps malgré, je pense que ce qui leur a fait le plus de mal en ce début de saison, c'est la perte de leur numéro 1 de draft, Ben Simmons, qui ne jouera a priori pas de la saison. Donc on peut espérer quand même des bons matchs faits par Philadelphie. On sera à mon avis loin du pur tanking qu'on a vu l'année dernière. Donc le tanking, c'est quand on perd volontairement des matchs en NBA. Par contre, je pense qu'on aura des matchs accrochés. Je pense qu'on aura des matchs serrés. Alors par exemple, parmi les derniers matchs qu'il y a eu, le match contre Cleveland, perdu d'1 point seulement. Le match contre Oklahoma, perdu de 9 points. Alors, contre Oklahoma, on en reparlera notamment dans la vidéo sur Russell Westbrook, par rapport à un petit fait qui a eu lieu. Après, il faut noter aussi des grosses défaites quand même, parce que c'est pas non plus une équipe attendue au haut de tableau, notamment contre Atlanta avec un moins 32 ou contre Utah avec moins 25. Petite consolation cependant, c'est la victoire contre Indiana de 4 points. Donc Indiana qui est une des équipes qu'on attend quand même dans le haut de tableau. Donc il y a quand même des petits espoirs par rapport à cette équipe-là de Philadelphie. Donc, et vraiment à regarder pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce joueur-là, allez voir ce que fait Joel Embiid, c'est assez impressionnant par rapport à son âge et au fait que ce soit sa première année en NBA. Donc, on passe de suite sur les Washington Wizards qui eux en sont à 2 victoires pour 7 défaites. Alors Washington, c'est une équipe qu'on attend beaucoup plus haut dans ce classement. Malheureusement, la blessure de Bradley Beal qui vient de signer un contrat record pour lui, puis la reprise en fait de cette équipe est très compliquée. Alors on peut noter cependant les pourcentages, on peut noter cependant les résultats très intéressants de Otto Porter qui en est à 16 points pratiquement pour 8 rebonds, qui a fait un très bon match à plus de 20 points et qui va devenir une troisième option très intéressante. Le vrai problème de cette équipe, ça reste le banc. Alors il y a eu une déclaration il y a une journée là de Marcin Gortat, donc le pivot titulaire des Washington Wizards, qui a déclaré qu'ils avaient le pire banc de la NBA à l'heure actuelle. Je trouve cette déclaration assez forte, même si elle manque pas non plus de réalisme, parce que à l'heure actuelle leur banc est blessé. Faut pas oublier non plus qu'il y a Ian Mahinmi qui a été intégré, que des grosses recrues de la free agency, donc des contrats signés cet été. Donc c'est un pivot français qui était pratiquement titulaire à Indiana. Je pense que c'est ce qui manque vraiment, c'est un joueur purement défensif. Je pense que le retour de Yann va faire, je pense, monter un petit peu plus cette équipe. Après c'est sûr qu'on attend des joueurs comme John Wall et Bradley Beal à beaucoup mieux. Euh, c'est une assez grosse déception. Si on regarde un peu le résultat, on a des grosses défaites de 10 points contre des équipes phares. C'est-à-dire la défaite contre Cleveland de moins 11, la défaite contre Toronto de moins 10 et la défaite contre Atlanta de moins 15.
Ce qui est aussi inquiétant, c'est des défaites un petit peu pièges comme celle d'Orlando avec un -2. À côté de ça, on a quand même 2 victoires de rang, une contre Atlanta à domicile de +3 et une contre Boston de +25. Donc il montre quand même que cette conférence va être quand même assez solide. Quand on voit que Atlanta et Boston sont des équipes plutôt haut de tableau et qu'on est pratiquement sûr de retrouver en playoff. Donc prochaine équipe, c'est le Miami Heat, qui est donc classé 13e. Alors on peut de suite dire que c'est une grosse déception. C'est aussi logique par rapport au choix de cet été. Je vais m'expliquer là-dessus juste après. Donc ils sont à 2 victoires pour 6 défaites, donc en 8 matchs. Clairement, ce qui a fait la balance, c'est le départ de Dwayne Wade, donc figure emblématique de Miami. Il faut se rappeler qu'il y a joué 13 saisons. Et ce départ-là, en fait, a engendré l'émergence de 2 joueurs forts qui sont Goran Dragic, donc leur meneur de jeu, et Hassan Whiteside qui est le pivot. Alors j'ai choisi plutôt de parler du pivot parce qu'il m'impressionne vraiment, que ce soit dans sa capacité à prendre des rebonds. Donc on a un joueur qui est en double-double de moyenne à l'heure actuelle. Il est à 17,9 points, 14,7 rebonds et 2,6 contres de moyenne. Alors il faut savoir, pour ceux qui ont pu voir ces vidéos, il fait des contres avec interception en même temps. C'est-à-dire qu'il contre la balle et il prend la balle sous le bras et il part dessus. C'est assez impressionnant. Pour un jeune pivot, il faut se rappeler qu'il y a 2 saisons de ça, il était totalement inconnu en NBA. Donc c'est très prometteur pour la suite. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que Miami a la chance d'avoir un coach référencé avec Eric Spoelstra et que ils entament quand même une période de reconstruction avec le départ de D-Wade. Donc équipe à surveiller, mais je pense que cette saison ça va être vraiment très court pour aller chercher quelque chose. On va vite fait revenir sur les stats qu'ont fait le Miami Heat depuis le départ de D-Wade. On a donc 2 victoires de +12, une contre Sacramento et une à Orlando. À côté de ça, on a quelques défaites de quelques points. Il faut savoir qu'ils ont joué qu'un seul réel contender de l'Est, je parle. C'est-à-dire ils ont joué Toronto, perdu de 9 points à Toronto, ce qui est quand même une bonne performance. Après, 2 matchs assez accrochés aussi contre 2 contenders de l'Ouest, donc vraiment équipe à surveiller quand même. Je pense que si jamais ils atteignent les places 8, 7, si jamais ils ont vraiment cette chance-là, équipe à surveiller, vraiment. Maintenant, on va parler de New York, on va parler des Knicks. Donc les Knicks ont un bilan de 3 victoires pour 6 défaites. Alors ce bilan est très décevant pour ma part, parce que je les attendais beaucoup plus haut, notamment avec la signature de Derrick Rose et de Joakim Noah. Certes, risque de blessure, très gros risque de blessure, mais il ne faut pas oublier non plus la signature défensive de Courtney Lee, qui joue à Charlotte, qui est un joueur vraiment référencé pour ses qualités défensives. Donc j'attends quelque chose d'un petit peu plus élevé. Le gros problème, je pense, est dans l'intégration d'un jeune joueur dont j'ai décidé de parler, qui est Kristaps Porzingis, qui sort d'une énorme saison en tant que rookie, donc 2e au vote pour être rookie de l'année. Hein. Et ce joueur-là, il a vraiment surpris New York. Il faut se rappeler qu'il a été sifflé lors de sa draft, mais il a vite fait oublier ses sifflements grâce à ses performances. Aux côtés de Carmelo Anthony. Alors pour moi cette saison, alors là il est à 18,8 points, 6,5 rebonds et 1,3 contre de moyenne sur ces 9 matchs. Je pense clairement qu'il peut être plutôt dans les 20-25, ce qui va être, je pense, un peu compliqué parce que ça demande à un joueur comme Derrick Rose de réduire son nombre de tirs. Or pour l'instant, les performances de D-Rose se font plutôt avec beaucoup de tirs, donc à voir. Mais je pense que leurs 3 victoires qui sont contre des équipes comme Chicago, Memphis ou encore Brooklyn, qui ne sont pas forcément des équipes de haut de tableau, surtout les deux, celle contre Chicago à Chicago et celle contre Brooklyn de 14 points, ces deux-là, elles ont montré vraiment un apport de Kristaps Porzingis. À côté de ça, on a des grosses défaites, et je pense notamment à cause du fait qu'on a un poste 4 qui est là très peu utilisé. Alors on a une défaite contre Cleveland à Cleveland de 30 points pratiquement, qui est très lourde. Une défaite contre Boston aussi de 28 points. Et je pense que ces 2 défaites-là, elles sont vraiment dues au manque d'implication de ce joueur-là, qui est Kristaps Porzingis. Parce que contre Cleveland, il s'est retrouvé face à LeBron James, qui a été ultra dominant. Et contre Boston, il s'est retrouvé face à des postes 4 assez solides.
mais je pense pas non plus qu'on ait des postes 4 du talent de Kristaps Porzingis. Donc espérons les voir un petit peu plus haut. On parle maintenant de l'équipe d'Indiana, menée par Paul George. Donc Indiana en 10 matchs est à 4 victoires pour 6 défaites. Mon constat va être simple, c'est que on a vraiment l'impression que Paul George est trop seul dans cette équipe-là. On s'est rendu compte là de bonnes performances quand même, que ce soit au niveau collectif, mais ça manque vraiment d'une grosse star pour l'épauler. Pour l'instant, Paul George, il a 20,4 points, 6,1 rebonds et 3,1 passes. C'est déjà des très bonnes stats qui peuvent, je pense, lui permettre d'atteindre le All-Star Game sans problème. Par contre, pour que son équipe aille en playoff, ça va être vraiment chaud. Sur ces derniers matchs, on a 4 victoires. Sur ces 4 victoires, on en a une majeure contre Chicago de 18 points. Après, ce sont des matchs quand même serrés, que ce soit contre Philadelphie, contre les Lakers ou contre Dallas. On a moins de 10 points. À côté de ça, on a des défaites très lourdes, notamment contre Charlotte, à Charlotte de 22 points, contre Chicago, à Chicago de 17 points, ou encore contre Brooklyn et Milwaukee, où on a 19, respectivement 19 et 18 points. Donc vraiment, il faut apporter un deuxième joueur, et pas forcément un franchise player, mais vraiment un gros joueur de rang. Un gros joueur de rang qui permette justement d'écarter ce jeu-là et de donner un petit peu plus de place dans les joueurs intérieurs. Je trouve que les choix qui sont faits, notamment par Nate McMillan, le nouveau coach, de vouloir jouer très vite, de vouloir courir, c'est une bonne possibilité si on apporte à côté de ça un autre joueur fort. Parce que là, l'équipe est trop ciblée sur Paul George et au bout d'un moment, ça ne tiendra plus. Ensuite, maintenant, on va parler de l'équipe d'Orlando, donc du Magic. Donc le Magic est porté cette saison par Evan Fournier, l'arrière français qui est vraiment, je pense, dans un de ses primes, parce qu'il tournait à facilement 20 points la saison dernière. Là, on a vraiment un joueur qui, pour moi, a réussi sa transition, c'est Serge Ibaka. Serge Ibaka, il est à 13,3 points, 5,4 rebonds, 1 contre de moyenne. Il s'est inscrit comme une troisième option dans cette équipe. Il faut savoir que c'est un joueur qui a été souvent dominant pour sa défense et qui, à Oklahoma, a réussi à trouver un vrai travail de spot-up shooter, cherchant même des tirs parfois au détriment d'Oklahoma à 5-6 mètres, voire des tirs à 3 points. Ça peut être une clé pour cette équipe d'Orlando de relancer ce joueur-là, qui peut être vraiment dangereux. À l'image, il a mis son buzzer sur le dernier match. Donc à l'heure actuelle, 4 victoires, 6 défaites, mais on peut attendre du mieux de cette équipe. Faut pas oublier non plus la signature de Bismack Biyombo dans la raquette, donc joueur fort de Toronto révélé par les playoffs. Et aussi le très impressionnant Nikola Vucevic, qui est leur pivot titulaire. Et cette doublette d'intérieur peut être très dangereuse. Ne pas oublier non plus Aaron Gordon, l'espèce de Jumpman qui est sorti l'année dernière du All-Star Dunk Contest. C'est à voir, c'est vraiment à voir. Alors au niveau de leurs résultats, on a une grosse victoire contre Sacramento de plus 18. À côté de ça, on a 3 victoires, notamment une victoire contre le Thunder de 9 points. Donc c'est cette victoire qui a été un peu arrachée grâce à Serge Ibaka notamment. À côté de ça, on a quand même des défaites un petit peu inquiétantes, notamment celle contre Détroit de 26 points et celle contre Chicago de 32 points. Donc ces deux défaites-là, elles sont impressionnantes. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'à Détroit, il y a un duo avec la présence de Reggie Jackson et d'André Drummond. Donc un duo post-meneur intérieur qui est très impressionnant. On va en parler notamment tout à l'heure. Là, on va parler notamment des Nets. Alors les Nets, c'est un peu une surprise cette saison de les retrouver aussi haut. Personnellement, je les avais mis beaucoup plus bas parce que peu de trades très intéressants. Notamment pour moi, la seule grosse signature marquante, c'est l'arrivée de Jeremy Lin depuis Charlotte. Donc qui passe de New York, des Knicks, puis à Charlotte, puis chez les Nets. Faut croire que New York lui a réussi. Mais c'est vraiment un joueur de rotation, c'est vraiment un sixième homme pour moi. Il manque un petit peu encore de vécu. Par contre, à côté de ça, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils sont quand même à 4 victoires pour 5 défaites. Donc ils sont à un bilan négatif toujours, mais seulement d'un match. À côté de ça, on a quand même un joueur qui reste très impressionnant dans cette équipe-là, c'est Brook Lopez. Brook Lopez est à 20 points et 4,8 rebonds de moyenne cette saison. Ce qui reste très impressionnant pour ce joueur
qui est un gabarit hors norme, une vraie capacité à prendre des rebonds. Malheureusement, comme ce qui se passe un peu à Indiana, trop seul. Ce joueur pour moi est clairement trop seul, il manque vraiment un joueur de rang, un joueur référencé. Alors ce joueur référencé ça peut peut-être être Jeremy Lin, mais malheureusement je crois que la Linsanity qu'on avait eue il y a 2-3 ans, on va avoir du mal à la retrouver, je dirais régulièrement. Ça va être quelque chose qu'on peut trouver épisodiquement, on peut avoir largement un Jeremy Lin à 30 points sur un match, ça j'y crois toujours. Par contre, à ce que ce soit le gain d'une fiabilité pour la franchise, c'est absolument pas sûr. Donc pour moi, il y a vraiment du travail. À côté de ça, donc on a des résultats assez mitigés, avec notamment une grosse victoire contre Phoenix, un plus 18. À côté de ça, on a des grosses défaites, notamment Chicago, un moins 30, et à New York, un moins 14. Donc vraiment, équipe à suivre, mais je pense beaucoup trop juste cette saison. Va falloir... Alors, on va parler maintenant de l'équipe de Détroit, des Détroit Pistons. Alors, les Pistons sont à un bilan égalitaire, puisqu'ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Ils sont portés, donc comme j'ai pu en parler très vite, par Reggie Jackson, qui est un meneur de jeu, et par l'apport d'André Drummond. Donc, alors, Drummond, c'est un pivot ultra dominant. Donc, faut savoir qu'il n'a que 21 ans et il tourne déjà à 14,9 points et 14,3 rebonds de moyenne. Il faut savoir que pendant les séries de playoffs contre Cleveland, il a notamment réussi à prendre 20 rebonds. C'est là où il a été vraiment intéressant. C'est que malgré le sweep, ils ont quand même réussi à faire des très bons matchs. Euh, donc ça a été, je dirais, ça a pas été, le sweep n'a pas été représentatif de ce qu'ils sont capables de faire. J'ai vraiment confiance dans le coaching de Stan Van Gundy pour vraiment apporter à cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui est censée aller jouer les 8e, aller jouer les 9e de tableau. J'espère les voir en playoff très très vite. Parce que vraiment ils ont leur place à prendre et Détroit mérite de retourner en playoff. Notamment on va parler du ranking à l'heure actuelle, c'est-à-dire que là sur leur victoire on a quand même des victoires larges, c'est-à-dire de plus de 10 points. Alors il y a des équipes, il y a notamment 2 victoires contre Denver qui sont de plus 11 et plus 17. On a une victoire contre Orlando à plus 26, une victoire contre Milwaukee à plus 15 et une victoire contre les Knicks à plus 13. Par contre, dans les défaites, on a eu deux grosses défaites majeures, je dirais. C'est-à-dire celle contre Toronto à Toronto de 18 points et celle contre les Clippers de 32 points. Donc les Clippers, ils ont cette force-là d'avoir et un collectif et un banc assez solide. Donc je pense que ça reste un petit peu là où Stan Van Gundy doit trouver moyen de se servir de ces nouvelles acquisitions, notamment ses pivots, avec notamment Boban Bogdanovic, qui avec ses 2,20 m peut être vraiment un ancrage supplémentaire dans la peinture. Donc on va parler de Milwaukee. Alors Milwaukee est une équipe assez intéressante. Alors pour moi, déjà le coaching de Jason Kidd est vraiment intéressant. Les choix de joueurs sont assez bluffants, surtout au niveau de la draft, avec notamment la signature en 10e position draft de Thon Maker, qui est un mec qui fait plus de 2,16 m, qui s'est shooté à 3. C'est assez impressionnant. Notamment, on l'a vu dans un petit garbage time où il était à 2-3 points d'affilée en moins de 7 minutes de jeu. Donc c'est vraiment intéressant. On a vraiment cette espèce d'expérience où les joueurs n'ont plus vraiment de poste. Giannis Antetokounmpo a d'ailleurs fait une déclaration sur le fait que ce serait peut-être le futur de la NBA. C'est vrai que c'est une grande possibilité de se retrouver avec des joueurs capables de jouer sur plusieurs postes et d'avoir une vraie polyvalence. Alors là, Milwaukee pour l'instant est à un bilan positif. Ils sont à 5 victoires pour 4 défaites. Et avec notamment Giannis Antetokounmpo qui est assez énorme en ce début de saison. Parce qu'il tourne à pratiquement 21 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne. Ce qui est monstrueux. Ce qui est monstrueux pour ce joueur-là, notamment des gros matchs comme les matchs qu'ils ont fait contre New York, où notamment il a fait un 26-7-7. Donc un joueur vraiment à surveiller parce que sûrement de nombreux triple-doubles à voir et un joueur impressionnant par sa longueur et par ses capacités à aller stopper un petit peu tout et n'importe quoi. Si certains connaissent la chaîne Trash Talk, il vient d'y avoir un épisode. On parle un petit peu de Giannis aussi. Donc Giannis c'est un joueur du 5x5. Alors le 5x5, je vais m'attendre 2 secondes dessus.
c'est tout simplement le fait de faire au moins 5 unités dans 5 catégories statistiques différentes. Donc, ce qui veut dire être dans les au moins 5 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 interceptions, 5 contres. C'est un joueur qui a complètement ces capacités-là. Alors maintenant, on va parler des Boston Celtics. Alors les Celtics sont une équipe attendue en playoff. Ils sont à 5 victoires, 4 défaites. Ils sont notamment portés par Isaiah Thomas, qui est à 26,2 points pour pratiquement 7 passes décisives. Malheureusement, cette équipe a subi 3 blessures majeures, celle d'Avery Bradley, celle de Al Horford, qui est leur grosse signature de cette saison, dont on attend beaucoup, et celle de Jack Crowder. Donc ces 3 joueurs majeurs de l'effectif à l'heure actuelle ont été blessés en ce début de saison sur ces 9 matchs, ce qui rend la chose très compliquée pour l'instant. Mais cette équipe est assez solide à en voir les résultats, notamment la victoire de plus 28 contre les Knicks. Maintenant, attention contre certaines équipes. On a notamment eu une défaite à Washington de 25 points qui a été un petit peu surprise. Et cette défaite à Denver de 16 points. Donc se méfier et rester concentré dans ce qu'on a besoin. C'est Brad Stevens a amené une défense rugueuse dans la ville de Boston. Il ne faut pas que les gars l'oublient. Maintenant, on va parler de Chicago qui a un petit peu montré de la surprise cette saison. Alors, notamment avec des signatures assez étonnantes sur le papier. C'est la signature de Rajon Rondo, donc ancien meneur de Boston, ancien meneur de Dallas et ancien meneur de Sacramento. Dans ces deux franchises-là, ça s'est mal passé. Ensuite, à côté de ça, on avait la signature de l'enfant du pays de Dwayne Wade, qui a fait sa fête à Marquette. Et on avait à côté de ça Jimmy Butler, qui restait le joueur phare de Chicago avec le départ de Derrick Rose. On avait aussi le départ de Joakim Noah, qui était le pilier défensif des Bulls, qui a été remplacé par Robin Lopez. Donc cette équipe-là, sur le papier, avait quand même de quoi être très solide. On a eu notamment la titularisation de Taj Gibson, qui mérite largement au vu des derniers résultats. Et ce qui a fait vraiment plaisir, et ce qui moi personnellement m'a fait très plaisir au début, c'est qu'on parlait de cette équipe-là comme étant une équipe très mauvaise au tir. Et bien les performances de Dwayne Wade, de Rajon Rondo au niveau de la distribution du jeu et de Jimmy Butler, ainsi qu'à côté le banc avec la présence de 2 shooters qui sont Doug McDermott et Nikola Mirotic, qui sont quand même 2 joueurs vraiment spot-up shooters, vraiment basés uniquement sur ça, font un petit peu douter les statistiques avec 6 victoires et 4 défaites. Alors j'ai noté notamment, vous avez vu mon t-shirt, la position de Dwayne Wade cette saison, qui commence quand même avec un 17 points, 2,1 rebonds, 1,7 interception et 2,9 passes décisives. Pour un joueur qui a 34 ans, c'est du solide. Pat Riley a fait une erreur. Donc quand on regarde une victoire assez impressionnante face à Brooklyn de 30 points, une grosse victoire contre Orlando de 22 points, une victoire un petit peu à l'arraché à Miami de 3 points, donc pour le retour de Dwayne Wade, il n'y avait pas mieux. Et on avait à côté de ça une victoire face à Boston de 6 points qui a été assez arrachée. En face, on a 4 défaites. Alors ces 4 défaites, elles sont contre Boston, contre Indiana, contre New York. Donc je pense que le derby New York-Chicago va être à suivre cette saison. Et contre Atlanta. Malgré tout, la seule grosse défaite reste celle d'Indiana avec 17 points perdus. Maintenant, nous allons passer à l'équipe de Charlotte. Alors, Charlotte, donc les Hornets, équipe de Nicolas Batum, de Kemba Walker et de Michael Gilchrist. Alors, ce qu'on attend vraiment de cette équipe, c'est de confirmer ce qui a été fait la saison dernière, c'est-à-dire avec cette belle place en playoff, avec ce beau duel face à Miami. Il faudra vraiment montrer la même genre de choses, sachant en plus que le contrat de Nicolas Batum, c'est-à-dire les 122 millions sur 4 ans, sont un contrat qui est très attendu, que ce soit par les Américains ou par les Français. Les Américains ont d'ailleurs été très frileux suite à ses performances à l'Euro, donc on attend vraiment un grand Nicolas Batum cette saison. À côté de ça, cette équipe est toujours portée par leur meneur de jeu Kemba Walker, qui est juste impressionnant.
Faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est à 23,5 points, 3,7 rebonds et 5,4 passes. À côté de ça, on a des joueurs solides comme Cody Zeller ou Frank Kaminsky, qui lui est encore en développement. Donc vraiment, capitaliser dessus, ça peut être vraiment une grosse équipe pendant ces playoffs. Et ça manquera un petit peu, je pense. À côté de ça, ils sont à 6 victoires pour 3 défaites. Et sur ces 6 victoires, 3 défaites, on a notamment des victoires assez solides contre Miami de 6 points, contre Utah de 6 points. Les défaites qu'ils ont prises, elles sont pas énormes. Elles sont de 7 points contre Toronto et de 7 points contre Cleveland. À côté de ça, associé à un -6 contre Boston, on a vraiment une équipe qui ne perd pas beaucoup de matchs et des matchs de peu de points. Donc vraiment à surveiller. Donc maintenant, on va parler de l'équipe de Toronto qui a été la grande surprise de la saison dernière, notamment des playoffs avec une belle finale de conférence face à Cleveland. Donc cette saison, Toronto est très impressionnant. Donc ils sont à l'heure actuelle 3e de la conférence Est avec un bilan de 7 victoires pour 2 défaites. Il faut savoir que dans ce bilan, on a quand même une performance qui est énorme, c'est-à-dire celle de DeMar DeRozan qui pendant ses 9 matchs n'a fait qu'un seul match à moins de 30 points. Sa moyenne est une des plus élevées de la NBA, il est à 34 points pour 4,7 rebonds et 3,2 passes. On a donc au niveau des résultats, ce qu'on va regarder de suite, donc des victoires de plus de 10 points, avec les victoires notamment de New York, Washington et Oklahoma, celle de Détroit de plus 18, et ensuite des matchs un petit peu plus arrachés, notamment contre Denver de 3 points, contre Miami de 9 points et à Charlotte de 2 points. Par contre, en face, on a 2 défaites. On a une défaite contre Cleveland de 3 points seulement et une défaite contre Sacramento de 5 points. Ce qui montre que cette équipe, malgré le départ de Bismack Biyombo, est encore solide défensivement. On va parler de l'équipe d'Atlanta qui est à l'heure actuelle 2e du classement avec 7 victoires pour 2 défaites. Alors cette équipe d'Atlanta fait figure de surprise aussi avec une grosse signature et un déplacement majeur dans son effectif. Cette grosse signature, c'est l'arrivée de Dwight Howard, originaire d'Atlanta. Donc qui a vraiment à cœur de faire gagner cette équipe. On le voit vraiment beaucoup plus impliqué que ce qu'il n'a été à Houston ou encore aux Lakers. Donc on a vraiment, moi personnellement, j'ai vraiment hâte de voir Dwight revenir à un niveau assez conséquent, c'est-à-dire à au moins être à du 20-10 minimum tous les soirs. À côté de ça, ce gros changement d'effectif, c'est le point que j'ai noté, c'est-à-dire c'est le passage de 6e homme à meneur titulaire de Dennis Schroeder, qui est sur la poursuite un petit peu de ce qu'il a fait pendant l'Euro, c'est-à-dire de très bonnes performances. Il a notamment, il est notamment à 16,3 points, 3,8 rebonds et 6,2 passes de moyenne sur ses 9 matchs. Pour moi, c'est un début très prometteur pour un meneur de jeu. À côté de ça, on va voir les performances. Donc au niveau des résultats, cette équipe a perdu seulement 2 matchs, notamment des assez grosses surprises, notamment contre Washington de 3 points et contre les Lakers de 7 points. Par contre, on a de belles victoires, notamment contre Houston de 15 points, contre Washington de 15 points, ou encore contre Philadelphie de 32 points. Et aussi contre Philadelphie de 21 points. On a vraiment un fossé entre cette équipe-là et celle de Philadelphie. On va donc passer maintenant au leader de la conférence Est. Ce n'est pas une vraie surprise, c'est Cleveland. De Cleveland, actuel leader de la conférence Est. Alors, Cleveland a tout simplement perdu un seul match lors de ses 9 premières rencontres. LeBron James domine totalement la conférence Est. C'est d'ailleurs assez impressionnant. On peut de la remise des bagues et du trophée. Cleveland a sorti un match de patron avec notamment LeBron en triple-double. On a vraiment au niveau de l'équipe 2 joueurs phares qui sont Kyrie Irving et LeBron James. On voit clairement que la place de Kevin Love a été remise en question par Tyronn Lue. À côté de ça, on a des joueurs très solides à l'image de Tristan Thompson qui est devenu le réel poste 5 de cette équipe. Et on a notamment pour moi un point qui risque d'être plus compliqué cette saison, c'est vraiment au niveau de la main. C'est si jamais Kyrie Irving se blesse. Parce que les Cavs ont voulu faire le choix de faire confiance à leur rookie, à Kyle Felder,
maintenant, je pense que ça reste quand même très limite de se limiter à 2 meneurs de jeu quand votre jeu tourne que sur ça. Euh, on verra bien ce qui arrivera si jamais, et je ne le souhaite pas, il arrive quelque chose. Maintenant, à côté de ça, on a Kyrie Irving en tant que meilleur scoreur de Cleveland, ce qui est une énorme stat. Il est à 28,3 points. Personnellement, j'ai préféré retenir LeBron, qui est assez impressionnant cette saison, hein, puisqu'il est à l'heure actuelle à 22,8 points, 8,8 rebonds et 9,1 passes. Donc, ces stats sont pratiquement un triple-double. Cette stat-là, elle est aussi à amener dans le contexte où donc cette performance, elle est aussi à voir sur les différents matchs, avec notamment cette victoire d'un point contre Philadelphie qui a été la grosse surprise cette saison. On a aussi une grosse victoire contre les Knicks avec 29 points. Mais à côté de ça, on a des victoires importantes, notamment contre Toronto, Charlotte, Boston, qui sont des équipes contenders de l'Est, mais aussi contre Houston, qui est un potentiel contender de l'Ouest. À côté de ça, on a une seule défaite contre le deuxième de ce classement, qui est Atlanta. Donc Atlanta les a battus de 4 points, donc c'est resté un match serré. C'est tout pour ce soir. Donc voici le classement de ces équipes. J'espère pouvoir faire cette vidéo assez régulièrement. Donc comptez à peu près 2 semaines et demie avant qu'elle sorte. Maintenant, ce classement-là se fera aussi pour la conférence Ouest. Hein, vous oubliez pas les fans de l'Ouest. Je vous oublie pas. À côté de ça, la vidéo qui va être en préparation là, c'est celle sur Russell Westbrook que je vous ai promis en début, mais qui malheureusement met un peu plus de temps à sortir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!